Harry Potter et les méthodes de la rationalité, chapitre 71. Accomplissement de soi, partie 6. Eh bien, chuchota Daphné aussi bas qu'elle le pouvait. Au moins maintenant, je n'ai plus l'impression d'être la seule personne saine d'esprit à Poudlard, parce que maintenant tu nous as, chuchota Lavande Brown qui marchait sur la pointe des pieds à côté d'elle. Je ne pense pas que ce soit ça qu'elle veut dire, murmura le général Granger, situé à gauche de Lavande. Elle se faufilait lentement et prudemment entre les couloirs de Poudlard, leurs 8 paires d'oreilles grandes ouvertes au moindre signe de problème, comme si c'était une bataille et qu'elle cherchait des soldats ennemis embusqués. Sauf que là, elle cherchait des brutes à vaincre et des victimes à sauver. Entre la fin du petit déjeuner et le moment où Lavande et Parvati devraient se rendre à leur cours de botanique. Lavande avait soutenu que si une fille de première année pouvait faire leur affaire à 3 brutes plus âgées, alors 8 filles de première année devraient pouvoir battre 24 brutes par la grâce de la multiplication. À en juger par le bafouillage frénétique et les gesticulations hasardeuses de cette dernière, le général Granger n'avait pas trouvé cela convaincant. Padma était restée silencieuse un moment pendant le débat, puis avait pensivement fait remarquer que même à Poudlard, taper sur des filles de première année ne donnerait probablement pas une bonne réputation à une brute. Parvati s'était alors raidie, et s'était exclamé que cela voulait dire qu'elles étaient les seules à pouvoir faire quelque chose contre le problème des brutes à Poudlard, ce qui les rendait vraiment carrément héroïniques. En plus, la seule raison pour laquelle ses parents avaient déménagé en Angleterre était qu'elle puisse aller à la seule école magique au monde à avoir un taux de mortalité de 0%, alors quel intérêt si on ne pouvait pas en profiter et faire quelques expériences. Ce à quoi le général Granger avait répondu que Parvati ne comprenait pas du tout le principe d'un bilan de sécurité parfait. Lavande avait dit que si elles étaient vraiment ses amies et pas ses partisanes comme le pensait le professeur Quirrell, elles devraient voter sur ce genre de questions. Daphné s'était attendue à détenir le vote décisif après les noms de Hermione, Suzanne et Anna, et elle avait donc étudié la proposition avec prudence après que la première montée d'enthousiasme fut passée. Elle était Serpentard après tout, et cela voulait dire que c'était sa responsabilité de garder ses propres intérêts à l'œil pendant qu'elle courait partout à essayer d'aider les autres. Sa tâche serait de découvrir à quel point c'était vraiment risqué et de savoir si cela valait le coup qu'elle le fasse exactement comme mère aurait fait pour elle. Toujours faire attention à soi et à ses amis. C'était cela, la vraie serpentardise. Anna Abbott, la nerveuse petite pouf-souffle, eut une petite voix tremblante lorsqu'elle dit « oui ». Et maintenant Daphné, Suzanne et Hermione devaient rester avec les 5 autres, car il aurait été inconcevable qu'elle les laisse se débrouiller seules. Parce que tout Gryffondor ne pardonnerait jamais qu'on s'en prenne au dernier enfant en vie de la famille Bones, et qu'aucun Serpentard n'oserait porter atteinte à la fille de la noble et très ancienne maison Greengrass. C'est du moins ce que Daphné espérait. Quant au général Granger, qui avait tout commencé, inutile de poser la question. Les couloirs de Poudlard les virent défiler l'une après l'autre, leurs mains tendues jamais loin de leurs baguettes, la pierre, le bois et les torches infinies entrant et sortant de leur champ de vision. À un moment, elles entendirent des bruits de pas et retinrent leur respiration, main presque à la baguette, mais ce n'était qu'un autre cerf d'aigle esselé qui les regarda avec curiosité avant de renifler et de replonger la tête dans son livre et de continuer son chemin. Les héroïnes avancèrent furtivement devant de solennels panneaux de chêne gravés de fresques dorées, arrivèrent à une impasse qui menait à des toilettes pour hommes, firent demi-tour, revinrent aux solennels panneaux de chêne gravés de fresques dorées, puis obliquèrent vers de vieux couloirs de briques poussiéreux coulés dans du ciment, qui sembla en fait décrire un cercle si bien qu'elles consultèrent un portrait et partirent alors vers un autre vieux couloir de briques poussiéreux, ce qui les mena à une brève volée de marches en marbre, ce qui aurait dû les placer au 3e étage et demi si elles avaient été n'importe où ailleurs qu'à Poudlard. Et qu'elles se retrouvèrent alors sur un pavage de pierre avec des lucarnes qui creusaient des puits de lumière qui tombaient jusqu'à elles, alors qu'elles n'étaient certainement pas proches du toit. Et après qu'elles eurent suivi ce passage à travers quelques détours, il les mena à d'autres toilettes pour hommes, clairement indiquées par une plaque montrant une silhouette en robe qui pissait dans une cuvette. Elles se tinrent toutes les 8 devant la porte et l'observèrent avec une certaine lassitude. « Je m'ennuie, dit Lavande. » Padma sortit ostentatoirement une montre de poche de ses robes et la regarda. « 16 minutes et 30 secondes, dit-elle. Un nouveau record de durée de concentration pour Gryffondor. Je ne pense pas que ça va marcher non plus, dit Suzanne, et je suis une pouf-souffle. Vous savez, dit Lavande d'un ton pensif, je me demande si ce qui fait vraiment que quelqu'un est un héros, c'est que lorsqu'il essaie un truc de ce genre, quelque chose d'intéressant se passe. Je parie que t'as raison, dit Tracy. Je parie que si on avait Harry Potter avec nous, on tomberait sur 3 brutes et une chambre remplie de trésors en moins de 5 minutes. Je parie que tout ce que le général K.O. aurait eu à faire, ça serait d'aller aux toilettes, et il trouverait la chambre des secrets de Serpentard, ou quelque chose comme ça.
Daphné ne pouvait vraiment pas laisser passer ça. Tu penses que Salazar Serpentard aurait mis l'entrée de la chambre des secrets dans des toilettes? Ce que je dis, continua Suzanne alors que Tracy ouvrait la bouche pour répondre, c'est qu'on n'a aucun moyen de trouver des brutes. Enfin, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de trouver un poussoufle quelque part, mais on doit les croiser exactement au bon moment, vous comprenez? Ce qui se trouve être un excellent problème, parce que si on les trouvait, on se ferait écraser comme des insectes. Vous ne voulez pas qu'on fasse juste le couloir interdit du troisième étage, comme on est censé le faire? Lavande eut un rire de dédain. Tu ne deviens pas une vraie héroïne en faisant juste les choses interdites que le directeur te dit de ne pas faire. L'esprit de Daphné essaya de comprendre cette phrase tout en remerciant silencieusement le Choixpeau de ne pas lui avoir fait ne serait-ce qu'approcher Gryffondor. À bien y réfléchir, dit lentement Parvati, je veux dire, quelles sont les chances pour que Harry Potter croise ces 5 brutes lors de son premier jour? Il doit avoir eu un moyen de les trouver. Daphné se trouvait être à un endroit qui lui permettait de voir Hermione tout en regardant Parvati, si bien qu'elle remarqua le changement d'expression du visage de la fille, et elle se rendit compte que le général Soleil avait aussi trouvé quelques brutes récemment. Oh, dit Padma du ton de quelqu'un qui venait soudain de tout comprendre. Bien sûr, c'est le fantôme de Salazar Serpentard qui le lui a dit. Quoi? Dit Daphné en même temps que plusieurs autres personnes. C'est lui le fantôme qui m'a fait peur, j'en suis presque sûr, expliqua Padma. Enfin, je l'ai seulement compris ensuite, mais ouais. Le fantôme de Salazar Serpentard n'aime pas quand les Serpentards martyrisent les gens. Il pense que ça fait honte à son nom, et je parie que son fantôme a toujours un haut niveau d'accès à Poudlard, si bien qu'il sait tout ce qui s'y passe. La mâchoire de Daphné s'était décrochée et elle vit que Anna s'était mise une main sur le front et s'appuyait contre le mur de pierre tandis que les yeux de Tracy brûlaient comme de petites étoiles brunes. Le fantôme de Salazar Serpentard s'était allié à Harry Potter et avait envoyé Hermione Granger arrêter l'équipe de Derek. Elle aurait payé 100 galions pour être là quand Draco Malfoy entendrait ça. Quoique, à en juger par la vitesse à laquelle les rumeurs se répandaient à Poudlard, maintenant que Padma avait craché le morceau, Millicent le lui avait probablement dit il y a une demi-heure. En fait, maintenant que Daphné y pensait, donc, dit Parvati, on doit demander aux survivants où est le fantôme de Salazar Serpentard. Waouh, j'imagine que si je me mets à dire ce genre de truc à voix haute, ça veut peut-être dire que je deviens vraiment une héroïne. Oui, dit Lavande, on doit demander aux survivants où est le fantôme de Salazar Serpentard. On doit demander aux survivants où est le fantôme de Salazar Serpentard, répéta Anna d'une voix nerveuse, comme si elle se forçait à le dire. Et si ça ne marche pas, hurla Tracy, on va assommer Harry Potter, l'attacher et l'emmener avec nous. Hermione Granger trouvait que cela en disait long et que c'était assez triste. Alors que les 8 filles parcouraient en sens inverse le labyrinthe de passages tordus qui était Poudlard, n'ayant trouvé aucune brute avant l'heure de leur prochain cours, de constater qu'elles ne savaient vraiment pas si Harry Potter avait été guidé par le fantôme de Salazar Serpentard, par un phénix, ou par... quoi? Quelle que soit la réponse, elle espérait que cela ne fonctionnerait pas pour elle. Et plus que tout, elle espérait que les autres ne voteraient pas pour l'idée stupide de Tracy consistant à assommer Harry et à traîner son corps inconscient pour attirer des péripéties. Les choses ne pouvaient certainement pas se passer comme ça dans la vraie vie, ou si c'était le cas, autant laisser tomber. Hermione regarda les sorcières l'une après l'autre. Tracy qui discutait avec Lavande et les autres qui participaient occasionnellement, et son regard tomba sur une fille réservée et silencieuse, la seule dont elle était incapable de deviner les pensées. Anna, dit-elle à la fille qui marchait à côté d'elle, et Hermione essaya de rendre sa voix aussi douce que possible. Tu n'es pas obligée de répondre, mais est-ce que je peux te demander pourquoi tu as voté pour qu'on se batte contre des brutes? Hermione pensait avoir parlé à voix basse, mais tout le monde s'arrêta de marcher. Lavande et Tracy interrompirent leur conversation et les regardèrent. Les joues de Anna rougissaient déjà, et alors qu'elle ouvrait la bouche, c'est parce qu'elle a plus de courage que tu ne le penses, évidemment, dit Lavande. Anna s'arrêta, bouche ouverte, elle la referma, déglutit avec force alors que ses joues rougissaient encore plus, puis elle prit une profonde inspiration et dit d'une petite voix « Y a un garçon que j'aime bien ». La Poufsouffle broncha en prononçant ces mots, et sa tête tourna nerveusement à gauche et à droite pour regarder tous ceux qui l'observaient alors que le silence s'étirait. D'accord, dit enfin Suzanne. Il y a 5 garçons que j'aime bien, dit Lavande. Padma et moi savions qu'on aimerait les mêmes garçons, dit Parvati. Alors on a fait une liste et on a lancé une noix en l'air pour voir si on avait le droit au premier choix. Je sais à qui est premier ma main, dit Tracy. Je me fiche de ce que le reste du monde a à dire, il sera à moi. Sur ces paroles, toutes les filles se tournèrent vers Hermione dans l'expectative, mais le cerveau de celle-ci était déjà passé à la suite et avait totalement évacué la dernière phrase de Tracy pour pouvoir se concentrer sur la première chose que Anna avait dite. Dit Hermione. Elle fit attention à garder une voix douce. Anna, la raison pour laquelle tu as rejoint la Société pour la promotion de l'égalité héroïque pour les sorcières, c'est qu'il y a un garçon dont tu penses qu'il t'aimerait plus si tu devenais une héroïne? La Poufsouffle hocha de nouveau la tête. Ses joues rougirent encore plus et elle baissa les yeux pour regarder son reflet dans ses chaussures noires polies. En fait, elle aime Neville Londubat, dit Daphné. La Serpentard eut un sourire affligé. Et maintenant, pour elle, il va épouser quelqu'un d'autre. Tout à fait tragique. Ceci déclencha un gênement aigu chez Anna, qui continua de regarder ses pieds. Attends, quoi? Dit Lavande. Neville va épouser quelqu'un d'autre? Comment tu le sais? Qui? Daphné se contenta de secouer la tête avec un air abattu. Pardon, mais, dit Hermione. Et lorsque les autres la regardèrent à nouveau, ah, alors qu'elle essayait d'organiser ses pensées, je veux dire, Anna, essayer de devenir une héroïne pendant qu'un garçon t'aime bien, ça ne te rend pas très...
Féministe? À vrai dire, ça se prononce féminine, dit Padma. Et pourquoi est-ce que tu dis que Padma n'est pas féminine? Dit Suzanne. C'est très féminin de vouloir impressionner un garçon. Et puis, dit Parvati d'un ton perplexe, est-ce que le but n'est pas justement de devenir une héroïne même si ce n'est pas féminin? Hermione ne se souvint pas de la discussion qui suivit comme l'une de ses excursions les plus réussies dans le royaume de l'éducation politique. Elle essaya de leur expliquer, et après le débat qui en découla, essaya de leur expliquer à nouveau, tandis que les 7 autres filles la regardaient avec un scepticisme croissant. Puis Daphné déclara du ton impérieux d'une future dame Greengrass que si cette histoire de féminisme voulait dire que les filles n'avaient plus le droit de courir après les garçons comme ça leur chantait, alors le féminisme pouvait bien rester chez lui en terre moldus. Lavande suggéra que le sorcierisme pourrait peut-être dire que les sorcières pourraient faire exactement ce qu'elles voulaient, ce qui avait l'air bien plus amusant que le féminisme. Et Padma mit enfin un terme à la discussion en faisant remarquer d'un ton là qu'elle ne voyait vraiment pas le but de ce débat puisque SPEHS n'avait en premier lieu rien à voir avec le féminisme et que c'était juste pour que plus de filles deviennent des héroïnes. Hermione avait alors déjà abandonné. À la fin de leur cours de charme, la première année Serre d'Aigle commençait à quitter la salle en grimaçant déjà en son fort intérieur. Elles étaient arrivées en cours à peine avant la sonnerie et avaient dû courir jusqu'à leur pupitre et s'asseoir si bien que l'horreur ne s'était pas encore produite. Mais cela voulait seulement dire que Hermione pouvait maintenant s'attendre à ce que le désastre à venir occupe le cours entier. Et de fait, après que le professeur Flitwick ait couiné que le cours était fini et que tout le monde se soit levé de ses chaises, Harry commença à marcher vers Hermione juste quand cette dernière fourra son livre dans sa bourse en peau de moque, marcha très vite vers la porte, l'ouvrit grand, entra dans le couloir et Harry la suivit bien sûr avec un air surpris parce qu'ils avaient une séance de bibliothèque prévue. « Hermione » dit Harry en fermant la porte derrière lui, « qu'est-ce qui ne va pas ?» La porte s'ouvrit grand à peine un instant après que Harry la referme, le frappant presque alors qu'il s'écartait du chemin, et Padma Patil sortit de la salle avec un air de détermination terrible sur le visage. « Excusez-moi, monsieur Potter !» dit-elle, à la plus grande horreur de Hermione, d'une voix haute perchée qui résonna à travers le corridor, telles les lugubres cloches de la perdition. « Pourrais-je vous demander votre aide ?» Les sourcils de Harry s'arquèrent et il répondit. « Tu peux me demander, bien sûr. Peux-tu me dire comment tu parles au fantôme de Salazar Serpentard? On veut qu'il nous dise où trouver des brutes comme il te le dit à toi. » Il y eut un léger silence dans le couloir qui jouxtait la salle. La porte s'ouvrit de nouveau, et Sue sortit sa tête avec un regard interrogateur. « Eh bien, nous devons aller à la bibliothèque » dit Harry d'un ton assez nonchalant, le visage détendu. « Ça ne t'embête pas de nous suivre ?» Et il commença à partir vers l'endroit où se trouvait la bibliothèque les jours impairs du mois, et Sue commença à donner l'impression qu'elle allait les suivre, mais Harry pivota et la regarda pendant un moment. Ce n'est qu'après qu'il eut passé un angle qu'il sortit sa baguette, dit d'une voix précise et basse « Quietus », se tourna vers Padma et dit « Une conjecture intéressante, mademoiselle Patil. » Padma a eu l'air plutôt contente d'elle. « J'aurais dû le comprendre plus tôt, en fait. Il y avait un sifflement dans la voix du serpent. J'aurais dû penser au fourche-langue tout de suite, avant même qu'il ne commence à parler de Godric Gryffondor. » Le visage de Harry ne changea pas d'expression. « Pourrais-je vous demander, mademoiselle Patil, si vous avez partagé cette idée avec... » Elle l'a dit devant tout SPEHS, dit Hermione. Les yeux de Harry prirent cet aspect qu'ils avaient lorsque Harry calculait rapidement quelque chose. Puis il dit « Hermione, quelles sont les chances que... » Elle l'a dit devant Lavend et Tracy. Dit Padma, je n'aurais pas dû. Attends ici, gronda Monsieur Goyle, et il passa un angle, et on put l'entendre frapper à la porte de la chambre privée de Monsieur Malfoy. Elle avait légèrement la nausée et se rappela à nouveau que puisque Padma avait craché le morceau, quelqu'un allait forcément le dire à Draco Malfoy, alors autant que ça soit elle, et puis ça n'était pas comme si elle devait quoi que ce soit à Harry Potter, et une Serpentard devait faire le nécessaire pour accomplir ses ambitions. Elle avait collectionné des ambitions depuis que le professeur Quirrell l'avait réprimandée et pour l'instant, elle avait décidé qu'elle voulait son propre Nimbus 2000, devenir super connue, épouser Harry Potter, manger des grenouilles en chocolat à chaque petit déjeuner et vaincre au moins 3 seigneurs des ténèbres juste pour faire bien voir au professeur Quirrell qui était ordinaire. « Monsieur Malfoy va te recevoir », dit la voix grave et menaçante de Monsieur Goyle lorsque celui-ci revint, « et tu feras mieux d'espérer qu'il ne pense pas que tu lui fais perdre son temps. » Il la regarda brièvement d'un air toujours menaçant puis s'écarta. Tracy ajouta à sa liste d'ambitions qu'elle voulait avoir ses propres serviteurs, puis entra. La chambre privée de Monsieur Malfoy ressemblait exactement à celle de Daphné. Elle avait secrètement espéré voir des chandeliers de diamants ou des fresques en or sur les murs. Elle ne l'avait jamais dit devant Daphné, mais la maison Malfoy était un cran au-dessus de Greengrass, mais c'était juste une petite chambre, comme celle de Daphné, et la seule différence était que le mobilier de Malfoy était décoré par des serpents d'argent à la place des plantes en émeraude. Alors qu'elle passait l'embrasure de la porte, Draco Malfoy, qui était d'une apparence impeccable même dans sa propre chambre, se leva de sa chaise pour l'accueillir d'un petit salut amical, affublé d'un sourire charmant, exactement comme si elle était quelqu'un d'importance, ce qui la rendit si nerveuse qu'elle oublia tout ce qu'elle avait répété dans sa tête et qu'elle dit juste « J'ai un truc à te dire !»
Oui, Grégory me l'a fait savoir, dit doucement Draco Malfoy. S'il vous plaît, mademoiselle Davis, asseyez-vous. Il indiqua sa propre chaise tout en s'asseyant sur son lit. Elle eut quelque peu le tournis en s'asseyant précautionneusement sur la chaise de Malfoy, ses doigts joints inconsciemment avec la chute de ses robes formelles au-dessus de ses genoux, essayant de la rendre aussi élégante et lisse que celle de Draco Malfoy. Donc, mademoiselle Davis, dit Draco Malfoy, que vouliez-vous me dire? Tracy hésita, puis lorsque le visage de Draco commença à avoir l'air impatient, elle lâcha tout ce que Padma avait dit sur le fantôme de Salazar Serpentard, qui envoyait Harry Potter arrêter les brutes, et aussi ce que Daphné lui avait dit sur le fait que Hermione Granger était dans le coup. Le visage de Draco Malfoy ne changea pas à mesure qu'elle parlait, pas le moins du monde, et Tracy se sentit malade lorsqu'elle s'en rendit compte. « Tu ne me crois pas » dit-elle. Il y eut un court silence. « Eh bien, dit Draco Malfoy avec un sourire qui n'était pas aussi charmant que le précédent. Je crois que c'est ce que Padma et Daphné ont dit, donc merci quand même, mademoiselle Davis. » Le garçon se leva de son lit et Tracy, sans réfléchir, se leva de sa chaise. Alors qu'il l'escortait à la porte, juste avant qu'il ne tourne la poignée, l'idée vint à Tracy que « Tu ne m'as pas demandé ce que je voulais en échange de cette information » dit-elle. Draco Malfoy lui jeta un regard étrange. Elle ne savait pas bien ce qu'il était censé signifier et elle ne dit rien. Eh bien, en tout cas, dit Tracy, modifiant ses plans sur le champ, je ne veux rien en échange de cette information. Je me montrais juste amical. Un bref air de surprise traversa le visage de Draco, uniquement l'espace d'un instant, avant que son expression ne devienne à nouveau neutre et qu'il ne dise « Ce n'est pas aussi facile de devenir ami avec un Malfoy, mademoiselle Davis. » Tracy sourit avec sincérité. « Alors je vais juste continuer de me montrer amical, dit-elle, et elle sortit de la pièce en gambadant presque, se sentant être une vraie Serpentard, peut-être pour la première fois de sa vie, et en ayant décidé à l'instant que Draco Malfoy serait, lui aussi, un de ses maris. Après le départ de la fille, Grégory entra, referma la porte et dit « Vous allez bien, monsieur Malfoy ?» Draco ne dit rien à son serviteur et ami. Ses yeux étaient dirigés vers le vide, comme s'il essayait de regarder à travers le mur de la chambre, à travers le lac de Poudlard qui entourait les donjons de Serpentard, à travers l'écorce terrestre, l'atmosphère, la poussière interstellaire et la voie lactée dans le néant absolument vide et noir entre les galaxies, là où aucun scientifique et aucun sorcier n'étaient jamais allés. « Monsieur Malfoy ?» dit Grégory d'un ton qui commençait à être légèrement inquiet. « Je n'arrive pas à croire que je crois à tout ça, » dit Draco. Daphné finit son dernier paragraphe de métamorphose et leva la tête. Son regard traversa la salle commune de Serpentard vers l'endroit où Millicent Bulstrode travaillait encore sur ses devoirs. Il était temps de prendre une décision. Si SPEHS continuait à se balader en essayant d'assommer des brutes, les brutes n'aimeraient pas ça, c'était certain. Et elles essaieraient d'y répondre de façon déplaisante, c'était aussi certain. En revanche, si ces brutes devenaient vraiment méchantes, alors Hermione pourrait demander de l'aide à Harry Potter, ou bien ils pourraient combiner leurs points quirrell et demander une faveur au professeur de défense. Non, ce qui inquiétait vraiment Daphné, c'était que toutes ces histoires les fassent mal voir du professeur Rogue. Il ne fallait jamais être mal vu du professeur Rogue. Mais depuis le jour où elle avait défié Neville à un très ancien duel, elle avait remarqué que les gens la regardaient différemment. Même les Serpentards qui s'étaient moqués d'elle la regardaient différemment. Daphné commençait à comprendre qu'être la fille d'une maison noble et très ancienne, de la noble et très ancienne maison Greengrass, octroyait beaucoup plus de respect si on était une belle héroïne que si on n'était qu'une mignonne petite noble. C'était la différence entre voir son rôle joué par une star ou le voir joué par une figurante à 2 galions au rire éraillé. Combattre les brutes n'était peut-être pas le meilleur moyen de devenir une héroïne, mais Père lui avait un jour dit que le problème quand on laissait passer des opportunités, c'était que ça devenait une habitude. Si on se disait qu'on attendait une meilleure opportunité, alors on se dirait probablement la même chose quand la prochaine opportunité arriverait. Père avait dit que la plupart des gens passaient leur vie entière à attendre qu'une opportunité assez bonne se présente, et ensuite mouraient. Père avait dit que, même si se saisir d'opportunités impliquait que plein de choses tourneraient mal, ce n'était pas aussi grave que d'être un raté sans espoir. Père avait dit qu'une fois qu'elle aurait pris l'habitude de se saisir des opportunités qui se présentaient à elle, alors il serait temps d'être exigeant. D'un autre côté, Mère l'avait prévenu de ne pas suivre tous les conseils de son père et avait dit que Daphné n'aurait pas le droit de poser de questions sur la 6e année à Poudlard de son père avant qu'elle n'ait au moins 30 ans. Mais Père avait bien fini par obtenir de Mère qu'elle l'épouse et avait ainsi réussi son plan destiné à le faire entrer dans une très ancienne maison, ce qui n'était pas négligeable. Millicent Bulstrode finit ses devoirs et commença à ranger ses affaires. Daphné se leva de son bureau et marcha vers elle. Millicent descendit ses jambes de la table et se leva, balança son sac sur une épaule puis regarda Daphné qui s'approchait avec un air perplexe. « Hé Millicent !» dit Daphné en s'approchant d'une voix basse et exaltée. « Devine ce que j'ai compris aujourd'hui. Le truc avec le fantôme de Salazar Serpentard qui a Hermione Granger ?» dit Millicent. « J'en ai déjà entendu parler. »« Non !» dit Daphné dans un souffle. « C'est encore mieux. »« Vraiment ?» dit Millicent d'une voix tout aussi basse et tout aussi exaltée. « Qu'est-ce que c'est ?» Daphné regarda autour d'elle avec un air de conspiratrice. « Viens dans ma chambre et je te le dirai !» Elles descendirent les escaliers qui menaient aux chambres privées situées encore plus bas dans le lac que ne l'étaient les dortoirs de 7e année. Bientôt, Daphné était assise dans sa confortable chaise de bureau et Millicent était posée sur le bord du lit. « Quietus » dit Daphné une fois qu'elles furent toutes deux assises. Puis au lieu de ranger sa baguette dans ses robes, Daphné laissa juste sa main glisser sur son flanc. Baguette toujours serrée juste au cas où.
Très bien, dit Millicent. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais ce que j'ai découvert, dit Daphné. J'ai compris que tu connais les rumeurs tellement vite qu'en fait tu les connais avant qu'elles aient lieu. Daphné s'était à moitié attendue à ce que Millicent devienne blanche et tombe par terre, ce qu'elle ne fit pas tout à fait, mais elle tressaillit assez fort avant de commencer à bégayer des dénégations. Ne t'en fais pas, dit Daphné avec son sourire plus doux. Je ne dirai à personne que tu es une voyante. Après tout, on est des amis, pas vrai? Ryan Felsorn, une serpentarde de 7ème année, travaillait avec zèle sur une autre dissertation de 30 pages. Elle suivait tous les cours sauf divination et études moldues, et son année d'ASP semblait être entièrement composée de devoirs maison. Quand son directeur de maison marcha jusqu'à la table où elle travaillait, aboya « Vous allez me suivre, mademoiselle Felsorn !» et s'éloigna alors qu'elle rangeait frénétiquement son parchemin, son livre et sa plume. Lorsqu'elle eut rattrapé le professeur Rogue, il attendait juste devant la pièce et la regardait avec des yeux mi-clos qui semblaient être bien trop intenses. Et avant qu'elle ne puisse demander ce qu'il y avait, il pivota sans dire un mot et s'élança à travers les couloirs, si bien qu'elle dut courir pour rester à sa hauteur. Leur marche les mena à une volée de marches plus bas, puis une autre, en dessous de ce qu'elle avait cru être le niveau le plus bas des donjons de Serpentard, et les couloirs commençaient à avoir l'air plus vieux. L'architecture remontait les siècles, devenait faite de pierres brutes maintenues entre elles par un mortier à l'air primitif. Elle commença à se demander si le professeur Rogue l'emmenait aux vrais donjons au sujet desquels elle avait entendu des rumeurs, les véritables donjons de Poudlard, qui avaient été condamnés pour tous sauf pour les membres du personnel, et peut-être que le professeur Rogue faisait-il là des choses terribles à d'innocentes jeunes filles sans défense. Mais Ryan était probablement juste en train de prendre ses désirs pour des réalités. Ils descendirent une autre volée de marche et entrèrent dans une pièce qui n'en était pas vraiment une. Plutôt une caverne de pierre dotée d'une seule porte percée de nombreuses ouvertures sombres et éclairée d'une unique torche au style ancien qui s'alluma lorsqu'ils entrèrent. Le professeur Rogue prit alors sa baguette et commença à lancer sortilège après sortilège. Elle en perdit le compte. Et lorsque le maître des potions en eut fini, il se retourna vers elle, braqua ses intenses yeux sur les siens, et dit d'une voix neutre, très différente de son ton traînant habituel: « Vous ne direz rien de cette affaire, mademoiselle Felsorn, ni aujourd'hui ni jamais. Si vous pouvez l'accepter, hochez la tête, sinon nous ferons demi-tour. » Elle hocha la tête, effrayée, avec un étrange espoir qui naissait dans son cœur. Enfin, pas exactement dans son cœur. « La tâche que j'ai pour vous est extrêmement simple, mademoiselle Felsorn, » dit le professeur Rogue d'une voix sans timbre, « et votre salaire extrêmement généreux de 50 galions n'est là que pour compenser le fait que vous recevrez ensuite un sortilège d'oubliette. » Elle inspira soudainement. Sa famille était peut-être riche, mais ils avaient d'autres filles et étaient très stricts avec elle. Pour elle, cela représentait beaucoup d'argent. Puis ses oreilles en arrivèrent au mot oubliette, et elle se sentit outrée l'espace d'un instant. Quel intérêt si elle ne pouvait pas garder des souvenirs? Pour quel genre de fille le professeur Rogue la prenait-il? Vous connaissez certainement, dit Severus Rogue, mademoiselle Hermione Granger, le général Soleil. Quoi? Dit Ryan Felsorn, soudain horrifié et dégoûté. Elle est en première année, Burke!